Ce que je me propose au travers de cette communication, c'est de regarder un peu comment fonctionnent les cours de château par rapport au programme spécifique du château. Alors j'ai quelques notes et malheureusement, ceux de mes étudiants qui sont là savent qu'il ne faut pas que je lise parce que ça devient redoutable, surtout quand on a des vilaines lunettes comme moi, mais bon, peu importe. On va essayer de s'en sortir tout de même. J'implore votre indulgence si toutefois vous trouvez que ça devient un peu trop pénible. L'intitulé même de notre colloque montre combien l'image de la cour et du jardin sont bien ancrées dans nos imaginaires, au point qu'on ne peut les confondre. La cour, minérale, précède le logis et il est entouré des jardins qui forment l'écrin de verdure du château. C'est là un modèle que le château des Tuileries, évidemment, a rendu célèbre entre cour et jardin. La cour est ainsi un élément essentiel de la mise en scène du château dont elle est le faire-valoir. Le logis lui-même incarne le pouvoir seigneurial dans la France d'Ancien Régime. L'encyclopédie donne d'ailleurs cette définition elliptique du château. C'est le principal manoir d'un fief. L'étude des cours du château relève ainsi plus que celle d'un simple élément distributif, et nous proposons ici de montrer comment les cours sont mises en œuvre dans le cadre de la séquence d'accès canonique au château. Ce sera là notre première partie. Puis, nous nous proposons d'aborder quelques cas atypiques. Et enfin, nous verrons comment les cours se transforment parfois en jardin en fonction des goûts, des besoins du maître de maison. Il convient tout d'abord de rappeler que la séquence d'accès, avenue, cour, château, n'est pas une évidence à la Renaissance, notamment. Ainsi, Charles VIII, lors de l'aménagement qu'il commande pour son château d'Amboise, décide de faire entrer le visiteur par le jardin. Après, bien sûr, la rampe de la tour cavalière que vous connaissez, et non pas par la cour. C'est là une solution originale, inspirée par l'Italie de la Renaissance, où la séquence d'accès fonctionne selon des critères sensiblement différents des nôtres. Ainsi, à la Villa d'Este, par exemple, le visiteur doit traverser la totalité du jardin, gravir les terrasses pour arriver à la villa proprement dite. Et au-delà de cette dernière, point de jardin. La villa est une espèce de cul-de-sac. La formule que nous appellerons ici à la française se met en place progressivement à partir du début du XVIe siècle, avec des châteaux bien connus comme Bury notamment. Et c'est ce qu'a montré, je ne veux pas m'étendre sur cette question-là parce que ça a déjà été bien étudié, notamment par Jean Guillaume. Donc, je passerai plus de temps peut-être sur le XVIIe et le XVIIIe siècle, qui sont un peu mon cœur de sujet. Au XVIIe siècle, la séquence d'accès est théorisée par François Blondel, et son suiveur, qui est Louis Savot, dans l'architecture française des bâtiments particuliers. J'ai pris l'édition de 1673, et Blondel s'exprime ainsi. Le principal corps de logis doit toujours directement être opposé à l'entrée principale, l'avoir en face et sa vue par devant sur une belle cour, nous y sommes, et par derrière sur quelques parterres, jardinages, vergers et bosquets. Ce seront aussi
les autres corps de logis, quand il se peut, fortent au champ celui qui est destiné au logement des officiers ou services, car il doit avoir sa vue sur la basse-cour, tant pour prendre connaissance de la conduite d'Icelle que pour la pouvoir défendre en temps de nécessité. Il ajoute: on a accoutumé en France de laisser la face de l'entrée en terrasse pour donner un aspect plus agréable et plus découvert et rendre la cour plus aérée et égayée de soleil. Plus loin, le même Blondel, donc c'est François, explique ce que l'on peut faire des pavillons qui sont, selon lui, doivent être disposés symétriquement de part et d'autre du portail du château. D'un côté, nous dit-il, l'on peut mettre dans un pavillon la chapelle et dans l'autre le portier ou un corps de garde. On connaît bien des exemples comme ça, on pourrait parler de Chamarande par exemple et tant d'autres. Sinon, ajoute-t-il, on y peut mettre une volière. Et là, c'est quelque chose d'assez original. Et ça, c'est Blondel qui l'écrit, et l'édition que j'ai consultée est corrigée, augmentée par Louis Savot, qui met en note, assez prudemment, il faut le dire, nous n'avons guère d'exemple que l'on mette des volières dans les cours, auprès de la porte. Et je crois qu'elle serait peu sûre et de peu de plaisir en cet endroit, à cause du bruit et des insultes des laquais. Cependant, pour bien comprendre l'enjeu des cours, il faut avoir à l'esprit la fonction symbolique du château dont l'organisation entière marque le pouvoir régulateur du seigneur qui, à défaut de commander aux éléments, marque le paysage par la construction d'avenues rectilignes jusqu'au grand chemin afin de capturer la vue du passant. Lorsque le maître des lieux n'obtient pas directement d'ailleurs du roi le privilège de déplacer la route afin qu'elle puisse passer sous les fenêtres du château. Alors là, c'est là que ça commence. Voilà. J'ai pris là 2 exemples assez commodes que j'emprunte à l'Atlas Truden. Celui-ci, c'est le château du Plessis-Forcia, qui existe toujours, bien sûr. Et on voit bien cette fameuse séquence d'accès canonique ici. Hop. Normalement, ça marche. Voilà, le pointeur laser. Donc, nous avons l'avenue ici qui conduit à une vaste avant-cour, comme vous le voyez, qui est entourée d'arbres. Et puis, juste après, on a les 2 pavillons qui encadrent le portail, la cour d'honneur, le château et à l'arrière, les fameux parterres et bosquets que préconisait Blondel précédemment. J'ai pris un second exemple pour compléter voilà, une présentation un peu générale de ces séquences d'accès, avec ici un cas plutôt intéressant, qui est celui du château des Ducs d'Épernon à Fontenay-Trésigny, en Seine-et-Marne. En fait, ce que nous avons ici, c'est le même principe qui est mis en place. Vous avez évidemment repéré le château, les parterres à l'arrière, le grand parc, et en avant, la cour, qui cette fois-ci est enherbée. Et alors, l'exemple ici est particulièrement intéressant parce que c'est un peu marginal, mais vous avez ici la mention de l'ancien chemin. L'ancien chemin qui, on l'imagine, conduisait effectivement à accéder au château par le côté ici. Et
Donc, on est ici dans les années 1750, grosso modo. Et ce qui s'est produit, tout simplement, entre la disposition ancienne et celle du milieu du XVIIIe siècle, eh bien, c'est qu'on a décidé qu'il fallait rentrer dans l'axe du château. Hein. Donc, sans doute que les parterres de gazon que vous avez ici, cette espèce d'avant-cour, a été créé à cette occasion-là. Et plutôt que de passer par le côté du château, dorénavant, on prend la nouvelle route qui est marquée ici pour accéder directement en face du château. Dans le fond, c'est par là le moyen de marquer le paysage, de marquer le territoire pour arriver à la maison qui est le principal moyen du fief, le château. Alors j'ai pris un exemple tout à fait classique, qui est celui du château de Montgeoffroy, qui procède de la même manière. Avec l'avenue qui est hors champ, évidemment, des fossés qui caractérisent le château, ces deux tours qui sont l'héritage du château du XVe siècle, qui ont été conservés dans la mise en scène du nouveau château dans les années 1770. Et puis cette vaste cour avec deux parterres en herbe. Voilà. Alors évidemment, je me suis posé la question de savoir jusqu'où ils étaient bien authentiques. Et effectivement, sur ce plan conservé au château de Montgeoffroy, eh bien, on voit que dans le projet initial, il y avait déjà ces parterres de gazon. La question étant de savoir pour quelles raisons on met du gazon dans ces cours. L'idée de cette domination du seigneur sur le territoire veut que, tout au contraire, on ait quelque chose le plus minéral possible. Hein. La présence du gazon apparaît ici comme quelque chose qui donne un peu de gaieté. C'est ce qu'explique un autre théoricien dont je vais parler juste après, au milieu de la cour. D'ailleurs, Oui, ces parterres de gazon ont deux vocations. La première, c'est effectivement d'égayer cet espace par trop minéral. Et la seconde, ça c'est Jacques-François Blondel qui l'indique dans sa distribution des maisons de plaisance que j'ai un peu regardé pour préparer cette communication. Et il explique que je ne vais évidemment pas retrouver la citation, mais que les parterres de gazon ont comme vocation de retenir la pluie à l'occasion des ravinements, empêcher que la pluie ne ruisselle dans la cour. Ce qui est assez important parce que, dans le fond, ces cours, elles ont effectivement une fonction symbolique de premier ordre, mais également une fonction pratique, distributive. Et il faut imaginer qu'elles sont systématiquement pleines de charrois, pleines de chevaux. Et d'ailleurs, dans certains cas, elles sont même dessinées à partir des proportions du cheval et non de l'homme. C'est en particulier le cas du château de Versailles. Toujours chez Jacques-François Blondel, dans sa distribution des maisons de plaisance, j'ai pris là deux exemples. Le théoricien précise la manière dont
ces cours sont aménagés, doivent être aménagés. Et je vous lis la citation concernant ce projet en particulier. Les basses-cours sont placées aux deux côtés de l'avant-cour C, peu importe, si je pourrais vous la mettre. Voilà, le projet général, sont placées aux deux côtés de l'avant-cour C, de façon qu'elles ne peuvent être aperçues en arrivant au château. On doit user de cette précaution pour cacher ces sortes de bâtiments qui n'offrent rien d'agréable à l'œil. Cet avant-cour est orné d'une allée d'arbres qui en suit la forme, ainsi qu'une charmille à hauteur d'appui, laquelle donne de la gaieté, c'est là la citation que je voulais vous faire tout à l'heure, à cette entrée, et s'accorde bien avec les palissades qui ornent les flancs de la cour du château, qui n'est séparée de l'avant-cour que par une grille posée sur appui de 2 pieds et demi de hauteur. Donc, là, voilà. Vous avez repéré à peu près tout ce qui est indiqué par Blondel. L'avant-cour, de nouveau ici avec des gazons. La cour d'honneur ici, séparée des basses-cours de part et d'autre par des bâtiments de commun. Et puis notre corps de logis, dont voici la coupe. Et c'est assez intéressant de voir comment, effectivement, les flancs de la cour, les rives de la cour, sont décorés de palissades, avec ici quelques arbres qui ont, nous dit Blondel, donc vocation de d'égayer la cour. J'ai pris le quatrième exemple, le quatrième projet sur les 5 que Blondel propose dans sa distribution des maisons de plaisance, parce qu'il me paraissait assez intéressant aussi. Il est destiné, celui-ci, à un particulier qui veut vivre de manière assez économique dans sa campagne. Il va y passer l'été, et puis il s'occupe de son domaine, ce qui est quand même quelque chose de pas si commun, semble-t-il. Donc il s'occupe de son domaine, et nous dit Blondel, la cour est ici destinée à ce que le maître de maison puisse surveiller tout ce qui se passe dans son domaine. Voilà, et ce qui effectivement, on a... alors, c'est un peu différent ici, parce qu'on est dans une économie sans doute un peu plus restreinte, enfin, assurément plus restreinte, donc il n'y a pas d'avenue, mais vous voyez que pratiquement en face de la cour, vous avez ici des espaces de verger, de potager, etc., qu'effectivement, le maître de maison peut observer, surveiller depuis le château. Le château, le voici, évidemment, il n'est quand même pas absolument minable, mais très intéressant également parce qu'il sert de modèle à l'assurance pour le château de la Pompadour, dont je vais vous parler juste après. En particulier, sans doute l'architecte a-t-il pris ici l'idée d'entourer le corps de logis de ces grilles, hein, qui sont aussi un élément passionnant dans l'aménagement de ces avants du château, puisqu'ils permettent, c'est le principe de la grille, elle condamne l'accès à ce qu'elle permet de voir. Et ici, donc, on peut, depuis la cour, appréhender un peu les jardins, ou en tout cas, on a la possibilité d'imaginer que le maître de maison dispose de jardins un peu considérables. Ces jardins, chez la Pompadour, ici à Bellevue, c'est un peu plus que cela. C'est le choix qui est fait ici de mettre des grilles de part et d'autre du corps de logis. Eh bien, c'est la possibilité pour les visiteurs de pouvoir embrasser la vue sur toute la vallée de la Seine et Paris à l'arrière-plan qu'on voit ici de part et d'autre. Et on a, avec l'exemple de Bellevue, un cas
pas unique, mais assez rare, puisque c'est le château commandé par la marquise de Pompadour, donc un personnage important. Et peut-être que pour mieux comprendre comment la chose fonctionne, il faut prendre ce petit document qui vous montre le château, qui est somme toute relativement modeste ici, les deux cours de commun qui l'encadrent, et surtout ce qui me semble ici assez singulier, c'est que vous arrivez sans doute à lire la légende ici, le chemin qui va de Meudon à Bellevue, et puis ici, le chemin qui va de Bellevue à Sèvres. En fait, ce que montre ce document, c'est que, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure en introduction, c'est que le chemin public, la voie publique, passe dans la cour. Ce qui est évidemment quelque chose qui aujourd'hui nous paraît à la fois incongru et malcommode, mais qui est dans le cadre même du château, avec la définition que je vous donnais tout à l'heure, à savoir le principal mandat d'un fief, la manifestation de ce pouvoir. C'est-à-dire que, dans le fond, la marquise de Pompadour, dans ce cas-là, crée une espèce d'octroi sur le chemin public. Ce n'est pas une privatisation de l'espace public, mais c'est une forme de publicisation, c'est un barbarisme ça, de l'espace de la marquise. Alors, le cas de Bellevue est un petit peu compliqué par rapport à la séquence d'accès canonique que j'évoquais tout à l'heure, et j'entre là quasiment de plein pied dans ma deuxième partie, puisque le château de Bellevue, vous l'avez compris avec la gravure de tout à l'heure, est construit quasiment au bord du plateau, et donc les jardins sont en contrebas, et le château disposé à l'extrémité de la terrasse. Il y a je fais court. Il y a deux jardins qui sont ici disposés. Donc, une partie sur la falaise avec une succession de terrasses, et l'autre sur le plateau que vous avez ici. Et en fait, vous voyez que la cour d'honneur que je vais vous montrer dans la cour ici, en fait, elle fonctionne comme une cour canonique, alors qu'en fait, la circulation est perpendiculaire à l'axe qu'elle devrait normalement suivre. Voilà. Alors, ce problème de la séquence d'accès contrariée, je dirais, il apparaît aussi dans un certain nombre de châteaux dans la région. Et effectivement, le problème de la topographie est assez prégnant dans l'aménagement de ces cours et de ces séquences d'accès au château. Le cas de Chanteloup, à cet égard, est assez intéressant, puisque je vous ai mis, le document en entier, puis une vue agrandie de ce plan de 1761. Donc vous avez évidemment repéré le château ici. Et dans ce cas particulier, la question de l'accès est un peu compliquée. Je vous ai mis le document à l'envers parce que ainsi il est avec le nord en haut. On est au sud d'Amboise, et le parti pris de l'architecte a été ici de construire la belle façade du château, la façade donc rectiligne, du côté de la vue, c'est-à-dire du côté nord, ici. Et corollairement, du côté du jardin, vous avez ici donc l'intérieur du U que forme le château classiquement. Et donc, vous voyez qu'on est ici un peu cul par-dessus tête par rapport à l'organisation normale de la séquence d'accès.
Ceci dit, dans ce cas spécifique, il est probable que, en fait, on ait renversé le château, puisque le dessin de l'enfant que vous avez ici vous montre effectivement quelque chose de tout à fait classique. Les visiteurs arrivent par l'allée d'Espagne et arrivent dans ce qui pourrait être la cour du château. En fait, cette disposition est abandonnée dans les années 1760, au moment où l'ensemble des jardins est réaménagé. Et donc, désormais, le visiteur arrivera par l'autre côté, donc cette façade rectiligne. J'ai mis cette image un peu exprès aussi pour qu'on puisse voir à quoi ressemblaient ces cours, avec effectivement ici beaucoup de boulingrins, de tapis verts, etc. Mais ça, ce n'est pas inintéressant pour la valeur d'usage de ces choses-là. Vous le voyez, tous ces parterres de gazon sont entourés de lys. On les voit bien ici, avec même, on le remarque là, un tourniquet qui permet de filtrer un peu l'accès à ces endroits qui sont plus fragiles, ou en tout cas desquels on veut éloigner les carrosses, les chevaux et tout ce qui peut dégrader le jardin. Alors, ce plan, en fait, c'est plutôt celui-ci qui est vraiment passionnant, montre que dans l'organisation de l'accès à la cour du château, en fait, on n'a pas su se contenter de cette solution qui consistait à arriver directement sur la façade « jardin » entre guillemets du château. Et si l'on regarde ce plan, on s'aperçoit que, dans le fond, l'architecte avait initialement imaginé une chicane. Donc on arrive par la basse-cour, et en fait, par ce passage, on accède ensuite à la cour, et donc on se retrouve dans la disposition classique de la cour du château en U. Voilà, je crois qu'il faut que je... Je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps, il faut que je... Non, il ne me reste pas beaucoup de temps, voilà. Bon, alors, je vais passer à un certain nombre d'exemples. J'avais prévu de vous parler de Valençay, bien sûr, qui est un autre exemple de ces perspectives contrariées, si l'on peut dire. Et je voulais parler j'avais pris cet exemple aussi pour évoquer la question de la cour et de ses transformations, puisque vous avez ici l'état donc 1705 de ce château de Valençay, avec une avant-cour qui est entièrement en sable, et que en 1915, le duc de Valençay décide de végétaliser. Vous voyez que ce n'est pas une question tout à fait récente. Et il fait appel à Édouard André, qui propose les dessins que vous avez sous les yeux. Alors, voilà, on pourrait s'appesantir sur qu'est-ce que c'est que ces dessins et quel style, entre guillemets, met-il en œuvre pour accompagner ce château de la Renaissance, mais je ne le ferai pas. En revanche, je voudrais quand même, et peut-être que je vais finir par là, je voudrais quand même parler de la cour de ce château, la cour d'honneur cette fois-ci, que j'ai mise, que j'ai choisi ici cette photo parce que évidemment on voit qu'elle est en sable, qu'elle est entièrement ratissée, et c'est ce que recommandent parfois les théoriciens quand ils n'expliquent pas qu'il faut aussi la paver pour des raisons de commodité et de fonctionnalité. Mais cet aspect sablé, donc un degré ultime de raffinement dans l'organisation de ces cours, a donné au XIXe siècle lieu à la création d'objets particulièrement intéressants, je trouve, qui sont ici ces plaques à sabler, qui sont des espèces de pochoirs que l'on pose sur le sable et qui, en disposant un sable d'une couleur différente, permettent d'avoir des dessins sur le sable. Donc on voit que par là,
le degré ultime du raffinement dans l'aménagement de ces cours se fait dans... Alors évidemment, bien sûr, les deux exemples que j'ai mis ici sont des exemples armoriés qui sont en rapport, ça va sans dire, avec la dignité du château. J'avais imaginé de vous parler de plein d'autres choses, de la Roche-Guyon notamment, mais je pense que cet après-midi, il en sera question. Donc je vous remercie de votre patience.